Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de l'ANSSI, Vincent Strubel. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer, Bonjour. Marc-Antoine Ledieu Bonjour. et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Vincent, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous indiquer ce qui t'a poussé à t'intéresser à la cybersécurité ? Alors, Vincent Strubel, je suis actuellement DG de l'ANSSI, mais j'y ai fait l'essentiel de ma carrière, puisque j'ai rejoint ce qui s'appelait pas encore l'ANSSI, ce qui s'appelait la DCSSI en 2025, et un peu par hasard, parce que à la base, moi, je voulais faire de l'informatique, je voulais coder dans le noyau Linux, et un jour, quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être m'a convaincu qu'on pouvait faire ça au sein de l'État. Quand la question s'est posée de où, il y avait des gens qui faisaient ça pour de la cyber, ça s'appelait pas encore de la cyber, plutôt offensive, mais ils voulaient pas me dire ce que j'y ferais, et puis d'autres qui faisaient de la cyber défensive, ça s'appelait pas non plus de la cyber, et ils me proposaient de coder un truc dans FreeBSD, puis un jour Linux qui s'est appelé ClipOS. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la cyber, parce que c'était pas du tout la cyber à la base que je voulais faire, mais c'était ce qui avait de plus intéressant à faire au sein de l'État en informatique. Et au départ, qu'est-ce que tu voulais coder dans le noyau Linux ? Je sais pas, je voulais, enfin, voilà, j'avais envie de coder des trucs, et on m'a proposé de coder un OS sécurisé, souverain. C'était pas encore un concept non plus, l'OS souverain, mais voilà. Et j'ai découvert que je pouvais faire ça et servir mon pays en même temps. Les gens intéressés pourront aller voir la conférence à STIC 2015, la conférence de clôture qui est sur ce thème et qui est encore disponible en enregistrement sur le site. Ça ne nous rajeunit pas. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler du panorama de la cybermenace, un rapport que vous produisez annuellement. Qu'est-ce qui vous a poussé à produire ce rapport ? Alors, ouais, alors le panorama de la menace, c'est quelque chose qu'on fait depuis déjà quelques années, qui nous permet de parler de menaces cyber, parce qu'on le fait pas en direct en général. D'abord parce qu'on ne parle que de ce qu'on comprend et de ce qu'on maîtrise, et en direct sur une cyberattaque, généralement, il y a que l'attaquant qui sait. Et donc nous, on parle pas, on commande pas en direct, on préserve aussi les victimes. Donc on a trouvé ces moyens-là de partager un peu notre vision du paysage, de la menace, de manière anonymisée, parce que noyé dans la masse, on cible pas, sauf cas très particuliers et en accord avec les victimes, une attaque en particulier. Et puis, c'est de plus en plus utile avec les années qui passent, de donner un peu de recul, un peu de temps froid sur une menace, alors qui de plus en plus rythme l'actualité. Donc on a chaque semaine sa cyberattaque marquante, très visible. Il y a des choses qu'on voit pas aussi, hein. Il y a des cyberattaques d'espionnage et des choses comme ça dont on parle pas en général. Mais voilà, prendre un peu ce recul, le côté statistique, le côté décortiqué, analyser ce qu'on a vu, le comparer aussi avec ce qu'on voit à l'étranger aussi, hein, des publications, des choses comme ça. Donc on fait le lien entre ce que nous on voit et ce que voient des partenaires, ce que voit le secteur privé, ce que voient des chercheurs par exemple. Et quelque part c'est un peu un compas a posteriori, ça nous permet de voir année après année comment la menace évolue, les grandes tendances, les choses qui doivent nourrir nos actions, mais aussi peut-être permettre de mesurer l'efficacité de certaines choses. Mais quelles sont les sources de données que vous utilisez ? Est-ce que c'est uniquement des cas sur lesquels est intervenue l'agence, ou est-ce que vous intégrez aussi les gens que vous renvoyez par exemple vers du cybermalveillance ou des prestataires PRIS, ce genre de choses ? C'est un peu tout, c'est essentiel. Alors, c'est les choses qui ont été traitées à un moment ou un autre par l'ANSSI. Donc il y a des choses alors il y a tout un jargon, hein. On parle d'événements de cybersécurité, c'est globalement quelqu'un qui nous a contactés pour nous dire il se passe quelque chose, donnez-moi votre avis. On parle d'incidents de cybersécurité lorsque l'ANSSI a été mobilisée pour traiter une attaque. Mobilisée, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire s'assurer que la victime est en relation avec un prestataire qualifié, donner quelques conseils, s'assurer qu'ils ont bien pensé à toutes les choses à faire, ou ça peut dire vouloir à l'extrême lancer une opération de cyberdéfense qui va mobiliser 10-15 personnes pendant des semaines, des mois. Donc voilà, il y a toute la gradation des traitements, mais la source de données fondamentale, c'est
ce qu'on a vu passer, ce qu'on a traité, comment on l'a traité, et on ne fait pas une collecte d'informations a posteriori auprès des CSIRT régionaux, des prestataires, des acteurs de cette nature-là. Si on leur a transmis le dossier, généralement on a un peu de suivi, mais on ne va pas faire un sondage, un approfondissement auprès d'eux. Oui, puis après, l'Intercert, il fait aussi son propre bilan. Voilà, en vrai, sur un traitement d'incidents cyber, aujourd'hui, il y a toujours une multitude d'intervenants. Enfin, il y a des prestataires privés, il y a des CSIRT, il y a potentiellement plusieurs CSIRT de la victime, de la région, du secteur d'activité, de l'ANSSI. Enfin, voilà, il y a une multitude d'acteurs. Il y a potentiellement la police, l'investigation au sens légal. Il y a la police, il y a la judiciarisation. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui font aussi que c'est compliqué pour nous de parler de manière un peu naturelle de la menace, parce qu'on a toujours des contraintes de judiciarisation, de choses comme ça. D'où le bénéfice de prendre un peu de recul sur l'année écoulée, ce qui nous permet d'en parler plus facilement. Et puis évidemment, de le repositionner. On a aussi des sources d'informations externes, des feeds de données divers et variés, des partenaires internationaux, du privé, etc. Donc on cite dans ces cas-là. Et donc quand on utilise des données externes, on les cite dans le panorama. Et c'est pour ça qu'il y a une longue liste de références à la fin. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'année 2025 et surtout, en quoi elle est différente de 2024 ? Alors, il y a des choses qui ne changent pas, et c'est ça qui a peut-être choqué certains dans la présentation de ce rapport. Le volume global des incidents traités par l'ANSSI est quasiment identique en 2024 et 2025. 1361 incidents traités en 2024, 1366 en 2025, donc c'est pas une différence statistiquement significative, alors même qu'on a pu avoir l'impression d'une explosion globale de la menace en 2025 au gré des fuites de données, des vols de données. Donc voilà. Alors, il y a une réalité du vol de données comme une évolution majeure du paysage de la menace, c'est quelque chose qui a augmenté en tant que tel, mais il y a un effet de vase communicant qui fait que le niveau global, d'autres attaques ont diminué, le ransomware un petit peu, et donc on est sur une volumétrie constante par rapport à 2024. Par contre, il y a une différence entre 2024 et 2025, c'est qu'en 2024, il y avait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pour nous, c'était une année record. Donc on a reproduit une année record. Et quand on compare ça à un passé même récent, on est sur un plus 60% en 3 ans. Par exemple, en 2022, il y avait 800 incidents traités par l'ANSSI. Donc on est quand même sur une explosion au cours des dernières années de la menace. Donc ça, c'est quand même le fait macroscopique majeur de ce panorama. Après, il y a plein d'autres choses. On voit de la recomposition de tous les différents pans de la menace, du paysage cybercriminel, organisé ou pas, du paysage activiste, et puis évidemment de ce qui nous occupe quand même la plupart du temps, c'est les attaques étatiques. Et tout ça évolue avec aussi un phénomène majeur qui n'est pas totalement nouveau, mais qui se confirme en 2025, qui est des frontières qui se brouillent de plus en plus entre ce triptyque d'attaquants qu'on a toujours décrit comme ça, État, criminel, activiste. Ça reste vrai, mais les frontières sont parfois floues. Il y a des gens qui naviguent un peu entre les deux mondes, il y a des outils qui sont réutilisés, il y a des infrastructures qui sont partagées, il y a des tas de choses comme ça qui compliquent le travail d'analyse de ce point de vue-là. Ouais, d'autant que l'ANSSI fait rarement de l'attribution, donc attribuer à savoir si telle attaque vient en fait d'un groupe mafieux ou d'un État ou d'un groupe paramilitaire, c'est assez rare. Alors, il y a quand même une différence à faire entre attribution, qui est un geste politique, qui est une décision de rendre public en tant qu'État français le fait que tel autre État nous a attaqués. Ça, on l'a fait une fois en 2025, une attribution à la Russie, au GRU, à APT28 pour l'ensemble de leur œuvre sur une dizaine d'années. Mais ça, c'est pas systématique. Nous, ce qu'on fait, et nous, l'attribution, c'est pas notre rôle, c'est le rôle de nos autorités politiques parce que ça s'inscrit dans les relations de la France avec ses partenaires étrangers. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'imputation. Donc nous, on a une imputation qui n'est pas publique, mais qui dit, on pense que, et c'est quelque chose qu'on partage avec nos autorités politiques, on pense que c'est étatique, pas étatique. Si c'est étatique, on pense que c'est plutôt tel MOA, tel mode opératoire adverse, APT28, AP29, voilà, on a toute la litanie, ils ont tous plusieurs noms, mais on essaie d'identifier avec un degré de certitude qualifié. On est sûr, on est moyennement sûr, on pense que c'est crédible, enfin voilà, on a toute une gradation. Mais généralement, on a quand même une idée assez claire de qui nous attaque. C'est pas pour autant qu'on le rend public. Et voilà. Et quand tu dis que la frontière entre les attaquants étatiques et les cybercriminels s'estompe,
Elle s'estompe comment cette frontière? Alors elle s'estompe de plein de points de vue. Alors déjà, il y a une forme de cohabitation fondamentale qui interroge. Si certains groupes de cybercriminalité organisée prospèrent en Russie sans être arrêtés par les autorités locales, alors que je pense que personne ne doute de la capacité de la police russe à interpeller quelqu'un si elle en a envie, c'est qu'il y a un lien au moins de cohabitation qui interroge. On a vu dans des différentes fuites de données, parce que même les cyberattaquants subissent des fuites de données. Logbit, c'est une franchise. La seule règle, c'est pas attaquer des cibles en Russie. Donc voilà, il y a quand même des connivences ou des liens de cohabitation, de coexistence qui interrogent et qui peuvent nous laisser suspecter un peu plus. Après, on voit aussi les pistes, enfin les frontières qui se brouillent dans les outils, dans le ruissellement des outils d'attaque avancés du monde étatique vers le monde cybercriminel. Les vulnérabilités, elles passent rapidement du monde des outils étatiques au monde cybercriminel. On le voit dans la réutilisation d'infrastructures communes, des réseaux d'anonymisation qui peuvent être en partie mutualisés. On le voit dans les techniques, le living off the land, l'utilisation non pas d'outils spécifiques d'un plan logiciel, mais d'outils de la vie de tous les jours, des réseaux, d'administration à distance, etc., pour masquer ces traces. C'était une prérogative quasi exclusive des groupes attaquants étatiques. Aujourd'hui, les cybercriminels, la criminalité organisée fait pareil. Donc on a voilà, des choses qui se ressemblent de plus en plus en termes de technologie, de techniques d'attaque, d'infrastructures sous-jacentes. Et puis une autre dimension qui complique les choses, c'est qu'on voit des acteurs qui interviennent dans les deux mondes, qui mènent des attaques dans un contexte étatique, stratégique, d'espionnage, et dans un contexte d'action cybercriminelle à but lucratif. Alors, c'est pas forcément le même groupe qui fait tout. Il y a derrière ça aussi des courtiers en accès initial, comme on dit pour traduire malhabilement Initial Access Broker, mais des gens dont le métier, c'est simplement de prendre des accès dans un système d'information en exploitant une vulnérabilité 0D ou 1D, et ensuite de revendre ces accès. Et visiblement, il y en a qui les revendent un coup à des États, un coup à des groupes criminels. Donc voilà, ça complique quand même la compréhension de tout ça, et nous, ça nous nourrit quand même dans un scénario auquel on se prépare, qui est le scénario un peu vertigineux dont je parle quand je veux rappeler à tout le monde que ça pourrait être bien pire. C'est le jour où tous ces acteurs-là travaillent ensemble de manière coordonnée pour nous faire le plus mal possible. Et donc là, monde criminel, monde activiste, monde étatique, dans une logique de sabotage et de déstabilisation à grande échelle, c'est ça le scénario du pire auquel on se prépare. Est-ce que nos politiques ont conscience de l'ampleur du problème? Alors, il n'y a pas que le prisme Annecy, bien sûr, parce que vous avez quand même un cœur de cible à protéger qui est statutairement celui qu'on connaît, mais est-ce que nos politiques réalisent l'ampleur du problème? Je veux dire, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le rapport de cette année, c'est « Les faiblesses techniques ou les mauvaises pratiques de sécurité sont structurelles chez certains opérateurs patati patata ». Est-ce que nos politiques comprennent ça? Alors, je ne sais pas pourquoi on se concentre sur les politiques, parce que les mauvaises pratiques structurelles, oui, ils sont pas le fait des politiques. Autant, voilà, ouais, on les retrouve autant dans l'entreprise que dans le secteur public. Alors, je pense que pour nos politiques, mais plus généralement pour les dirigeants, il y a quand même une vraie prise de conscience de la réalité de la menace. Alors, malheureusement, mais ça se comprend, on a passé des années et des années à dire et l'espionnage c'est gravissime, il se passe des choses graves. On ne peut pas en parler pour des bonnes raisons, et ça, personne ne nous écoutait réellement, en tout cas pas au point d'agir sur la base de ce qu'on disait. Malheureusement, l'explosion de la cybercriminalité organisée, des activistes, des gens qui ciblent tout le monde de manière très visible, le rançongiciel, puis maintenant les vols de données, font que plus personne n'ignore la réalité de la menace. Après, je pense qu'il y a encore un défaut de compréhension assez généralisé sur les mesures à mettre en œuvre. Il y a une tendance à se focaliser sur des éléphants blancs, une technologie, un coup c'est la détection, un coup c'est de l'IA, un coup c'est les deux en même temps, etc. etc. En fait, le message qu'on doit marteler, c'est les basiques. Ça sert à rien de mettre des cataplasmes sur des jambes de bois. Il faut des mises à jour bien gérées, il faut des systèmes segmentés, il faut un peu de sensibilisation des usagers, de la gestion des authentifiants, des choses comme ça, et qui sont
c'est toujours par là que le bas blesse. Et là, je pense qu'on a encore un énorme effort de pédagogie à faire pour ne pas oublier ces choses de base, y investir dans la durée, hein, parce que c'est toujours des choix contraignants, des choses comme ça, c'est toujours des virages dans lesquels on a envie de couper. Et on a trop coupé dans ces virages-là au cours des 25-30 dernières années, donc il faut arrêter. Il faut corriger les virages du passé qu'on a pris un peu trop vite. Et ça, je pense que ce côté long terme et mesure pas forcément super enthousiasmante, hein, gérer de l'obsolescence logicielle, dégager du legacy, des choses comme ça, c'est pas des trucs qui font envie. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Voilà. Non, Mais c'est pas- ce qu'il faut faire, mais ça fait pas rêver. c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Mais dire que l'insécurité est structurelle, c'est pas dire que la sécurité est un échec. Non, la sécurité, c'est quelque chose vers quoi on tend, mais qu'on n'atteint jamais. Donc, il faut se mettre ça dans la tête. On n'est pas du tout le seul métier qui est dans cette situation. Et c'est vrai qu'on aime bien créer, faire des choses nouvelles, mais maintenir, entretenir les anciennes et supprimer celles qui servent à rien, on oublie, effectivement, il n'y a jamais personne pour le faire. La sécurité sera sans doute toujours en partie un échec. Peut-être juste avec un tout petit peu de perspective historique, on est sur un risque nouveau qui a émergé il y a 30 ans. Des risques nouveaux dans l'histoire de l'humanité, généralement, ils prennent plus que 30 ans à être bien maîtrisés. Hein. Enfin, je pense qu'au Moyen-Âge, déjà, on savait que se balader dans une maison en bois avec une chandelle allumée non protégée, c'était une mauvaise idée. Mais il a fallu des siècles pour que ça percole réellement dans les pratiques, dans la sécurité, dans les règles au sens formel du terme, mais simplement la compréhension humaine de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Sécurité routière, on a mis 100 ans avant d'arriver à prendre... voilà. Donc 30 ans, c'est triste, c'est dommage qu'il faille 30 ans pour s'y mettre. C'est pas si exceptionnel pour un risque nouveau, et je pense que ça charge à nous de faire en sorte que ça prenne moins d'un siècle ou plusieurs siècles. Je pense qu'on n'a pas un siècle devant nous, clairement. Alors, en parlant de nouveaux risques, on va revenir au rapport. Est-ce que l'intelligence artificielle est un nouveau risque ? Alors, moi je distinguerais deux choses. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on décrit dans le rapport, qui est factuel et qui est la réalité d'aujourd'hui, et puis ce qu'on anticipe dans un monde. L'IA se déploie à très très grande vitesse et irrigue tout notre paysage numérique. Donc, ce qu'on voit, c'est l'usage par les attaquants de l'IA, et fondamentalement, ils l'utilisent un peu comme tout le monde pour gagner du temps sur des trucs pénibles, pour faire du mailing de masse, du phishing un peu correct à grande échelle, pour générer du code, des exploits tout simplement du code, de l'outillage d'infrastructures d'attaque, pour créer des serveurs à tire-larigot, pour faire des réseaux d'anonymisation, pour explorer des données. Enfin, finalement, ce que n'importe quel employé, entreprise, professionnel a vocation à faire de l'IA dans sa vie quotidienne. Et donc, ça a les mêmes effets dans le paysage de la menace que dans d'autres domaines. On gagne en efficacité, on gagne du temps, ça permet de concentrer l'attention des attaquants sur des trucs à valeur ajoutée. Donc voilà, c'est pas un game changer, et en même temps, ça ne fait que rajouter à ce qui est déjà une situation intenable. Enfin, on n'a pas attendu l'IA pour avoir quasiment maintenant 50 000 vulnérabilités par an, dont celles qui sont exploitées, pour un tiers d'entre elles, sont exploitées dans les 24 heures qui suivent leur publication, et pour partie avant. Et ça, c'est avant l'IA. Donc l'IA, ça va ne faire qu'accélérer ce genre de choses, mais aujourd'hui, on perd déjà la bataille contre les vulnérabilités. Il y a sans doute un truc à faire bien en amont sur la sécurité des développements logiciels. L'IA peut aider là aussi. Donc ça, voilà, c'est dual. Mais voilà, ça nous fait pas paniquer non plus. Ce qui, moi, m'inquiète plus profondément, c'est les risques qu'on va créer en déployant de l'IA à grande échelle un peu partout, sans avoir des garanties fortes, sans savoir évaluer une IA, sans savoir patcher une IA de manière efficace, sans savoir faire un post-mortem sur une IA. Enfin, bonne chance pour le premier qui devra faire un vrai post-mortem, une vraie forensique sur une IA, et savoir si elle a été attaquée ou juste elle a halluciné comme on s'y attend. Voilà, et tout ça, on le sait pas encore. Et donc, le vrai risque, c'est de créer des vulnérabilités structurelles en déployant de l'IA à très grande échelle, et de s'en rendre compte trop tard. Voilà. Et l'histoire montre que quand on surfe sur la courbe du hype, parfois on fait quand même des bêtises qu'on regrette après. Enfin, je pense que ceux qui ont mis toutes leurs données dans le cloud sans lire les petites lignes qui disaient en fait il n'y a pas de backup si vous les faites pas vous-même. Bon, voilà, c'est pareil sur l'IA. Faut pas négliger l'étape de
bonne compréhension de ce qu'on est en train de faire et d'analyse de risque. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, aujourd'hui, l'IA agentique dans des systèmes d'information un peu complexes et un peu sensibles, c'est probablement pas une bonne idée. Je pense qu'on le répétera beaucoup et que beaucoup de gens nous ignoreront, mais on en est convaincus. Alors, puisqu'on en est dans les sujets d'actualité brûlants, il y a quand même aussi un sujet qui est traité dans le rapport, qui est tout ce qui est sous-traitance. Donc, on va appeler supply chain. Pour faire plaisir à Hervé. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Parce que ça, c'est aussi un sujet qui était chaud en 2025 et qui le restera en 2026. Ouais, et qui a pas attendu 2025 pour devenir un sujet d'actualité, une réalité, mais qui ne fait que se confirmer de plus en plus année après année. Les attaquants, ils sont tout sauf bêtes, hein, donc ils s'en prennent aux maillons faibles, ils s'en prennent à des sous-traitants. Alors évidemment à des sous-traitants informatiques, alors qu'ils soit sont des déficiences de sécurité, soit ont une plutôt bonne sécurité, mais ont une telle valeur ajoutée par l'ampleur de ce qu'ils permettent d'atteindre. Un cloud leader du marché aujourd'hui, c'est sans doute pas simple à attaquer, mais c'est quand même possible de l'attaquer. Et quand on y arrive, le jeu en vaut la chandelle, hein, pour un attaquant. Donc c'est une réalité aussi. Et puis on le voit aussi, des attaques sur des sous-traitants qui sont pas informatiques, hein, enfin sur des sous-traitants du domaine bâtimentaire, de choses comme ça, qui ont tous des données potentiellement utiles pour mener des attaques ensuite, ou simplement des interconnexions qui permettent d'attaquer. Donc oui, aujourd'hui c'est une réalité qui permet aussi cette explosion de la menace, parce que potentiellement derrière N victimes visuelles apparentes d'une cyberattaque, il y a un même prestataire. Je ne donnerai pas un exemple précis, hein, mais voilà, dans des fuites de données à répétition, des choses comme ça, il y a parfois aussi des attaques qui portent sur la supply chain et qui font des ravages. Donc ça, c'est une réalité, et c'est une réalité qui, je pense, souligne là encore un type de virage qu'on a peut-être un peu trop coupé par le passé, de ne pas maîtriser du tout cette supply chain, de ne pas savoir ce qu'il y a dans nos logiciels. Je pense que les petits mouvements de panique qui se sont déclenchés ces derniers temps avec l'attaque supply chain, alors là c'était carrément un piégeage, hein, en amont de Axiom, de LightLLM, de choses comme ça. Avant ça, la question s'était posée sur XZUtils aussi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça où on se rend compte que on n'a aucune traçabilité et personne ne sait réellement de quoi est fait son logiciel, hein. C'est pour ça que j'ai dit récemment, et c'est une réalité, hein, malheureusement, on a plus d'informations sur le cochon qui se retrouve dans la saucisse qu'on achète au supermarché que sur l'ensemble des composants logiciels qu'on retrouve dans un logiciel. Enfin voilà, on est en train d'utiliser un certain nombre de logiciels là pour se parler et s'enregistrer. Oui, on n'a pas regardé, même si ce sont des logiciels libres, on n'a pas regardé quelle était par exemple la nationalité des co-auteurs de ces logiciels libres. Et finalement, est-ce qu'on n'en vient pas à justement commencer à avoir dans ce contrôle des prestataires, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la nationalité? Moi, j'ai vécu l'époque dans les années 2000 où la Terre était une petite planète et tout le monde faisait venir tout le monde dans son pays et tout le monde travaillait avec tout le monde. Aujourd'hui, les gens, on les laisse dans leur pays même si on les fait travailler et tout le monde ne travaille plus du tout avec tout le monde. Et si les développeurs sont de certains pays, on a des doutes sur le fait que le logiciel, on peut s'en servir. Donc, est-ce que finalement, on ne va pas, dans ce contrôle des prestataires, devoir regarder la nationalité des gens qui ont des privilèges, la nationalité des gens qui injectent du code? Est-ce qu'on ne va pas devoir en arriver là? On en est déjà là. Il y a vraiment deux sujets, hein, qui se recouvrent en partie. C'est simplement la traçabilité, savoir identifier quand il y a une vulnérabilité qui affecte un package NPM quelconque, jusqu'où elle se propage, quelle est l'enveloppe convexe de la vulnérabilité, qui l'a réutilisée. Et puis alors dans l'open source, il y a évidemment des gens qui réutilisent sans le dire, hein, et qui n'ont pas envie que ça se sache. Donc on a un vrai problème de traçabilité auquel va répondre en partie le CRA, le Cyber Resilience Act, en imposant des SBOM, un peu de traçabilité. Et puis derrière ça, il y a des enjeux d'ingérence. Évidemment, le droit applicable, en tout cas hors d'Europe, peut permettre des contraintes, surtout dans des régimes moins démocratiques que le nôtre, et d'imposer des choses, d'imposer des piégeages, des choses comme ça. C'est des réflexions qu'on a en tête sur des réseaux télécoms. On s'est pas réveillé hier, hein, on y a travaillé depuis toujours à prendre en compte ce risque-là. Et puis après, mais voilà, il n'y a pas que la nationalité. Alors, il y a une menace qui semble avoir un peu perdu de sa superbe, ce sont les ransomware.
Est-ce que ce sont les attaquants qui se sont fait arrêter ou qu'est-ce qui a changé? Alors oui, on le voit un peu en perte de vitesse. Faut pas le comprendre faut pas le surestimer non plus, hein. Ça reste une menace très présente, hein. Je crois qu'on a eu dans ce panorama de la menace 128 incidents rançongiciels traités par l'ANSSI en 2025, donc c'est pas non plus une disparition du phénomène. Moi, le constat que je pose, c'est plutôt une évolution des acteurs du crime organisé, hein, parce que c'est plutôt ceux-là qui mènent des attaques en rançongiciel. Alors, soit vers le vol de données comme préalable à tout rançongiciel, soit simplement comme le vol de données comme finalité en tant que tel. J'ai envie de croire que c'est aussi parce qu'on est devenu plus efficace pour lutter contre le rançongiciel. Après, en vrai, ça devrait pas être si compliqué que ça de se protéger du rançongiciel, hein. En termes de détection, de cinématique, parce que c'est pas des choses qui se font en 3 clics. 2, parce que fondamentalement, avoir des backups hors ligne testés et vérifiés, normalement, ça met non pas à l'abri du rançongiciel, mais ça met à l'abri des conséquences gravissimes qu'on a pu observer autrefois. Et donc, ça aide à ne pas payer la rançon, ce qu'il faut jamais faire. Il faut jamais payer la rançon, évidemment, on le dira jamais assez. Donc, voilà, on a vu ce pivot et ça se manifeste du coup dans la pluie de fuites de données, de vols de données revendiqués parfois à tort, mais aussi parfois et souvent de manière avérée, parce que simplement les acteurs cybercriminels, soit ceux qui faisaient du rançongiciel sont passés au vol de données à titre exclusif ou en préalable à tout rançongiciel, soit parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui ont émergé, la galaxie The Com, Shiny Hunters, etc., qui se sont quand même beaucoup positionnés sur le vol de données, parfois de manière très, très évoluée, sans chercher à déployer un rançongiciel, parce que finalement, j'imagine qu'ils gagnent ce qu'ils souhaitent gagner simplement par le vol de données. Alors, dans un épisode qu'on a enregistré récemment, l'intervenant disait aussi que c'était après Colonial Pipeline, où les États-Unis avaient vraiment mis la pression sur le fait que le système avait été indisponible pendant plusieurs semaines et ils avaient fait arrêter les auteurs en Russie à l'époque. Donc, du coup, les auteurs de ransomware se seraient un petit peu... ils auraient été échaudés et préfèrent pas trop causer d'indisponibilité au cas où et récupèrent plus de l'argent par du vol de données pur et simple, quoi. Ouais, alors je serais prudent là-dessus, déjà parce que fondamentalement un vol de données, des vols de données personnelles, de données de santé, etc. Je pense que ça énerve à peu près n'importe qui de sensé, à peu près autant qu'un rançongiciel. Enfin, un rançongiciel sur un hôpital, c'est sûr que ça énerve beaucoup, mais c'est pas pour autant qu'il y a une tolérance vis-à-vis du vol de données et des gens qui pratiquent le vol de données, ceux qui sont à la portée de la justice, ils se font arrêter. On en a régulièrement des exemples. Mais l'action de la justice, elle se poursuit, hein, et la France y contribue à travers le parquet J3, à travers les services enquêteurs, OFAC, BL2C, gendarmerie, à travers l'ANSSI qui coopère avec tous ces services-là, sans être elle-même un service enquêteur. Et ça donne des fruits, ça apporte des résultats en termes d'arrestation quand les gens sont à la portée de la justice, des résultats en termes de démantèlement d'infrastructures. On a eu toute la cinématique Endgame qui s'est poursuivie au cours de l'année 2025, qui a permis le démantèlement d'infrastructures d'attaque, d'outils utilisés par des groupes de rançongiciel, etc. Après, ce qu'on observe et ce qu'on détaille dans le panorama de la menace aussi, c'est que ces opérations, elles ont un effet pour faire baisser la pression, pour les forcer à se réorganiser, mais c'est pas pour autant que la menace disparaît, hein, sauf à arrêter les gens, et parfois les auteurs de ces faits, ils sont hors de portée de la justice, hein. Quand ils sont en Russie, on peut demander l'extradition pour rigoler, mais on sait très bien que ça va pas marcher. Donc ils reviennent. Non, mais des fois, on a réussi à ce qu'ils se fassent savoir en passant en Europe. Ah oui, parfois. Alors Oui, heureusement, parfois les criminels sont bêtes. aussi. Ouais. Parfois les criminels sont bêtes, et même quand ils sont pas bêtes, on peut se réjouir que leur vie soit quand même un peu plus compliquée quand ils peuvent pas sortir de quelques pays dans lesquels ils risquent pas d'être arrêtés, extradés. Et puis quand on démantèle des infrastructures, évidemment, ces gens-là, ils vont pas se convertir à l'humanitaire dans la foulée, hein, donc ils reviennent, ils reconstruisent. Donc ça fait baisser la pression, mais ça fait pas disparaître la menace. Et donc c'est pas l'action de la justice en tant que telle, je pense, qui a provoqué ce pivot d'une partie du paysage cybercriminel du rançongiciel vers le vol de données, sans faire disparaître le rançongiciel, hein. Faut pas, surtout pas se dire que c'est fini. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire passer comme message aux auditeurs de No Limit Sécu, parce que je sais que l'ANSSI va régulièrement passer des messages dans des grands événements. Alors
J'aurais plein de messages à faire passer, mais moi, il y a alors déjà, enfin, se focus sur les bonnes pratiques de base, hein, et voilà, on est un secteur dans lequel il y a aussi beaucoup de marketing. On va toujours vendre des nouvelles solutions, des trucs magiques, etc. En fait, il faut savoir revenir aux bases régulièrement et ne pas négliger les bases. Et après, on peut faire des tas de choses intelligentes et utiles, hein, sur de la détection avancée, sur de la réactivité, sur des tas de choses comme ça. Mais de base, gérer ses authentifiants, gérer ses mises à jour, gérer sa segmentation, réseau, système, etc., etc., on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et donc ça, c'est un message à avoir en tête. Nous, en tant que professionnels de la cybersécurité, et je pense que les auditeurs de No Limit Sécu sont avant tout dans ce monde-là, mais c'est aussi un message qu'on doit faire passer et on doit faire preuve de pédagogie auprès du reste du monde, hein. On parlait de l'insuffisante appropriation de la cybersécurité par les décideurs de toute nature, public, privé, etc. On a un vrai besoin de pédagogie à faire parce que tant que ça reste une discussion entre nous, en fait, on se dit des tas de choses intelligentes, mais ça n'a pas forcément d'impact sur le réel. Et on voit des décisions un peu pathologiques prises par des décideurs qui coupent dans des virages, qui se disent qu'une panacée un peu magique va les couvrir et qu'en fait non, qui sous-estiment le risque. Donc on a besoin de faire cet effort de pédagogie permanent. Et quelque part, si nous, on pousse aussi pour faire de la régulation, c'est pas parce on se plaît à jouer les pères fouettards, hein, mais c'est parce que Nice 2, le CRA, des choses comme ça force quand même une prise en compte à des niveaux qui sont pas que le niveau des professionnels de la cybersécurité ou de l'informatique, hein. C'est bête à dire, mais la menace d'une amende en pourcentage de chiffre d'affaires, ça transforme un sujet pour l'informaticien ou le RSSI en sujet de COMEX et en sujet qui mérite des investissements. C'est dommage d'en passer par là, mais nous, on l'a jugé nécessaire et on sait très bien que ça n'épuisera pas le sujet et qu'il faudra continuer à faire preuve de cette pédagogie. Oui, mais c'est le rôle du législateur, hein, de faire les choses quand le commun des mortels, la nature humaine, prend des risques inconsidérés. Quand la main invisible du marché ne suffit pas à régler le problème. Mais je pense qu'il y a... Enfin, je le dis en plaisantant, mais il y a aussi un enjeu économique et de valorisation économique de la sécurité derrière tout ça, hein. Si on continue à mettre sur le marché des logiciels qui sont des passoires, je ne donnerai pas de nom, mais des trucs qui font année après année dans le panorama de la menace, parce qu'on a aussi le top 6 en général des vulnérabilités de l'année qui nous ont donné le plus de travail, il y a quand même des abonnés, hein, en la matière, et ils continuent à vendre leurs produits. Donc voilà, il y a peut-être une mécanique économique simplement de ne pas acheter ou de dévaloriser des produits qui ont une sécurité catastrophique et de valoriser au contraire ceux qui font les efforts, ce que nous on essaie de faire à travers les visas de sécurité, mais derrière tout ça il y a une logique marché aussi. Sur certains types de produits qui permettent des accès initiaux parce qu'ils sont en bordure, type passerelle VPN ou autre, il ne faudrait pas imposer uniquement des produits qualifiés ? Hervé et le Père Noël. Alors, le Père Noël, lui, il est prévu pour le 24 décembre. Non, mais objectivement... La question était pour Vincent. Mais oui, mais il y a aussi... Est-ce que nous tous, autour de ce micro, on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de résistance de la part moi, je parle surtout du secteur privé, que je connais mieux que le secteur public. Il y a quand même une volonté de résistance générale, et quand on met des règles de sécurité, la régulation, puisque moi, c'est aussi ce que je vois passer, à un moment, la régulation, tout le monde regarde ça et dit oui, on va le faire, un jour. Okay. Non, donc on peut le rendre obligatoire, mais la baguette magique ne suffira pas. Il y a certaines passoires qui évidemment ne passeraient pas la qualification. Ça réduirait considérablement les accès initiaux avec des vulnérabilités perpétuelles. Enfin, disons perpétuelles dans le sens, il y a un certain type de produits qui font parler d'eux de manière récurrente. C'est pour ça on croit depuis maintes et maintes années à ces logiques de qualification, de certification, avec tout ce que ça a de pénible, hein. On n'a pas forcément vocation à l'imposer à tout le monde. À l'imposer dans certains cas d'usage, on pourrait sans doute le faire plus dans le public. Mais voilà. Et après, on peut pas tout régler non plus par des règles contraignantes, et on va pas compenser par des règles contraignantes l'absence de prise en compte légitime du risque. Moi, j'aime bien toujours reprendre l'analogie de la sécurité routière, hein. Si on fait des progrès en sécurité routière, c'est parce qu'il y a le code de la route, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'on a des amendes quand on ne porte pas son
son casque ou sa ceinture, parce qu'il y a eu un travail avec les fournisseurs, par la loi, mais aussi par la valorisation de marché pour que les voitures soient plus sécurisées, et parce qu'il y a eu aussi un travail de prise de conscience par tout un chacun dans sa manière de conduire, mais aussi dans sa manière d'apprécier le comportement des autres. Hein. Et parce qu'il y avait eu des accidents et qu'il y en avait de plus en plus. En fait, le constat, il est là. Alors, si on attend d'avoir des morts parmi nos entreprises ou nos administrations, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et après, on voit bien que l'État et le marché sont en train d'essayer de réguler ce phénomène qui est quand même assez nouveau, effectivement. Ça fait une trentaine et ça a parfois du mal à monter au cerveau. Mais voilà, si je reste sur mon exemple de sécurité routière, si on empêche un copain qui a trop bu de repartir le soir avec sa voiture, c'est pas parce qu'il y a une loi qui nous l'impose. C'est parce qu'on a acquis, en tant que société, cette perception qu'il y a un certain nombre de choses qui sont juste pas acceptables et qui sont de la responsabilité de tout un chacun. Et donc il faut des règles, mais il faut aussi ce genre de prise de conscience qui n'est pas encore une réalité dans le monde de la cyber et qui n'est pas qu'un sujet d'experts. Hein. Ça me semble être une excellente conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin ? Un point qu'on n'a pas couvert ou Non, lisez le panorama de la menace. Alors il y a des noms dedans. Il y a plein de noms pour toutes celles et ceux qui veulent. Et puis il y a plein d'informations utiles. Et puis c'est quand même, c'est pas si courant que ça d'avoir ce travail un peu de décortiquage de la menace. Et je fais aussi le constat que avec des cyberattaques qui rythment l'actualité, quelque part on a tendance à absorber surtout les éléments de langage des attaquants, hein, parce qu'on est face à des attaquants, en tout cas ceux qui font de l'extorsion de rançon, du vol de données, des choses comme ça. Ils sont très communicants, ils sont devenus très communicants, c'est du marketing de leur part. Il faut pas croire tout ce qu'ils disent et parfois prendre le temps de l'analyse pour constater la réalité ou l'irréalité de certaines choses est important. Donc je ne peux qu'inciter à lire ce type de documents, le panorama de l'ANSSI, mais d'autres panoramas de la menace, des choses qui prennent un peu le temps, parce que parfois il faut savoir prendre le temps de reposer les choses calmement et de les analyser. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.